Bien, mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi les auditions du rapporteur Erwan Binet sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes et de même sexe. Ces auditions sont ouvertes, je le rappelle, à tous les membres de la commission des lois, conformément à notre règlement. Mais naturellement, les députés qui n'en sont pas membres sont également les bienvenus, notamment ceux de la commission des affaires sociales. Je salue la rapporteure pour avis qui vont participer comme ils le souhaitent à nos travaux. Je vous rappelle aussi que conformément aux décisions que nous avons prises, la présente audition est retransmise sur le site internet de l'Assemblée nationale et que le thème auquel nous allons consacrer l'après-midi ou les 2 heures qui nous attendent est l'approche des responsables de culte en France. À cette fin, nous avons invité, et je les en remercie en leur souhaitant la bienvenue dans notre assemblée, le cardinal André XXIII, qui est cardinal archevêque de Paris et président de la Conférence des évêques de France. Monsieur le Président, bienvenue. Monsieur le pasteur Claude Batty, qui est le président de la Fédération protestante de France. Monsieur le Président, bienvenue. Monsieur le métropolite Joseph, de la métropolite orthodoxe romaine, représentant Monsieur le métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Monsieur le Président, bienvenue. Monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim, grand rabbin de France. Monsieur le grand rabbin, bienvenue. Monsieur Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman, bienvenue. Et Madame la vénérable Marie-Stella Boussemard, qui est présidente de l'Union bouddhiste de France. Je vous renouvelle donc nos remerciements pour votre disponibilité, pour avoir accepté de venir devant l'Assemblée nationale pour nous présenter le point de vue de votre culte. Je vous rappelle que nous avons 2 heures devant nous, que nous avons demandé aux uns et aux autres un propos autour de 10 minutes. Je sais bien que le Parlement est le lieu où l'on parle et donc du coup nos échanges seront nourris et après nous laisserons la parole d'ailleurs aux parlementaires qui souhaitent vous poser des questions et naturellement à vos réponses. Monsieur le cardinal, si vous le souhaitez. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, plusieurs points méritent une attention particulière dans la mesure où le projet de loi qui est soumis à vos suffrages ne vise pas simplement quelques aménagements marginaux du Code civil concernant le droit de la famille, mais un changement plus profond et radical qui touche à l'équilibre général des relations sociales, un nouveau modèle de société selon les propos de Madame la garde des Sceaux. Avant de vous présenter ces points d'attention, je voudrais soulever une question plus générale. Est-ce que le droit peut se contenter de régler des situations privées? La législation sur la famille est-elle simplement un arbitrage offert pour éviter que les crises relationnelles ne deviennent excessivement violentes ou nocives pour les individus? Je reconnais très volontiers que c'est une mission légitime du législateur que d'assurer les conditions pour éviter que des crises familiales ne se transforment en désastres, mais je redouterais que la législation se contente d'être l'aménagement des états de fait. Dans une société démocratique comme la nôtre, le législateur n'a pas simplement une fonction d'enregistrement et de légalisation d'une multitude de cas particuliers qui sont nécessairement impossibles à élever au cas général qui normalement relève seul de la loi. La loi vise à une certaine universalité et doit normalement concerner le plus grand nombre des citoyens. L'idée que la légalisation de situations particulières pourrait être un moyen de leur donner une reconnaissance me semble un abus, en ce sens que le droit ne serait alors que l'habillage d'une promotion éthique. Il me semble qu'il conviendrait d'agir de manière très prudente dans ce domaine, et on voit bien qu'un certain nombre de demandes et d'attentes ont pour but principal la reconnaissance officielle d'un statut particulier. J'en viens maintenant au point que j'ai évoqué tout à l'heure. Le premier, l'intention d'un dispositif pour plus d'égalité me semble reposer sur une confusion, dans la mesure où il n'y a ni inégalité ni injustice juridique dans les différences factuelles. Quels que soient les dispositifs législatifs, les partenaires de même sexe resteront dans l'incapacité d'accéder à la procréation qui suppose la bisexualité, si bien que l'identité de situation restera à jamais impossible. Est-il très juste et honnête de laisser croire qu'un changement législatif va effacer les différences? Qui sera encore déçu et insatisfait? Deuxième point, une nouvelle définition du mariage changerait pour tous la fonction sociale de cette institution
en la transformant en reconnaissance de situations particulières et de sentiments personnels. Ce changement serait directement perceptible par chacun dans les modalités d'établissement de l'état civil, déclaration, établissement de papier, dénomination des parents, établissement et authentification de la filiation, etc. La privatisation de l'acte social qu'est le mariage produirait encore un affaiblissement supplémentaire de la cohésion sociale. La loi doit-elle s'engager dans la gestion des orientations et des sentiments particuliers, surtout pour une faible minorité? Troisième point, toute la jurisprudence française des procédures d'adoption est fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, on est frappé ici par l'absence de référence aux conséquences prévisibles pour les enfants, comme si le projet ne visait qu'à satisfaire les attentes des adultes, auxquels, par ailleurs, il semble reconnaître un droit à l'enfant. L'absence complète de référence aux droits de l'enfant, en particulier celui de connaître ses origines réelles et d'être élevé par ses parents, l'effacement complet de la référence biologique et symbolique au profit de la référence sociale déstabilise les instruments d'identification de la filiation. Quatrième point, la question des aménagements légaux pour la gestion sereine des situations d'enfants de ménages homosexuels n'est pas posée avec clarté et précision. Aujourd'hui, la majeure partie de ces enfants ne sont pas des enfants adoptés, mais les enfants de l'un des partenaires, et ils peuvent par ailleurs identifier leur deuxième parent ou connaître son existence. Cinquièmement, sous prétexte d'égalité, le projet de loi, s'il est adopté, va donc susciter de nouvelles discriminations. D'abord entre les enfants, dont les statuts seront différents, et on sait combien ces différences sont sensibles aux enfants. Les uns de familles hétérosexuelles, d'autres d'un ménage homosexuel, mais issus d'un couple hétérosexuel dissocié, d'autres encore purement et simplement adoptés, sans identification de leur géniteur réel qui demeurera caché. Sixième point, une autre discrimination surgira inévitablement. L'intention exprimée d'un certain nombre d'élus et d'associations d'obtenir l'accès à la procréation médicalement assistée aboutirait un jour ou l'autre, puisque l'on se situe dans la logique d'un droit à l'enfant. Or, la PMA serait nécessairement discriminatoire, puisqu'elle ne serait accessible qu'aux femmes et non aux hommes, à moins que le législateur ne revienne sur l'indisponibilité du corps humain et ne s'engage dans la gestation pour autrui, avec ses dérives déjà connues ailleurs, de marchandisation et d'aliénation des femmes. Il ne suffit pas de repousser cette question à un autre projet de loi pour y répondre. Enfin, septième point, il ne semble pas que le projet ait envisagé la question judiciairement si lourde de la gestion des conflits familiaux, y compris le divorce. Compte tenu de l'ampleur et de la gravité des questions posées, il me semblerait plus prudent d'examiner à nouveau les possibilités légales de gérer les situations litigieuses sans entrer dans une réforme aussi ambitieuse et hasardeuse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à Monsieur le pasteur Claude Batty, président de la Fédération protestante de France. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, le Conseil de la Fédération protestante de France s'est prononcé par une déclaration en date du 13 octobre dernier. J'en rappelle l'essentiel pour dire que l'argumentation qui a été faite n'était pas d'abord théologique. La question posée par le projet de loi tel que nous le connaissions ou le supposions alors est à nos yeux fondamentalement sociale et collective. Je cite une partie de cette déclaration. Elle relève de la façon dont une société se perçoit et se construit et des symboles dont elle marque le champ de son identité.
Or, sur ce point, il faut dire clairement que les distinctions opérées entre homosexualité et hétérosexualité ne sont pas le reflet d'un moralisme dépassé, mais relèvent d'une exigence profonde du corps social. Celui-ci demande à être structuré symboliquement et réellement par la présentation et l'acceptation d'une différence originelle et fondamentale qui traverse jusqu'au plus intime des corps et des manières d'être. Considérer toutes les formes de sexualité comme indifférentes reviendrait en fait à empêcher toute rencontre véritable et tout métissage réel, parce que tout serait déjà imaginairement mélangé et nivelé. Le mariage n'est pas la fête de l'amour, la mise en scène de sentiments, mais une organisation sociale qui contribue à structurer les relations en symbolisant la différence entre générations, entre les sexes, entre épousables et non épousables. Il est le lieu où se construisent les rapports entre les sexes et les générations. Il faut dire qu'il y a depuis quelques dizaines d'années une insistance sur le choix individuel et l'amour qui devient la justification ultime des choix. Ce qui a fait que le mariage traditionnel, demandant engagement et fidélité, a été dévalué au profit d'une conjugalité amoureuse mettant en premier l'authenticité des sentiments et donc la précarité de l'union. Le mariage pour tous, entre guillemets, est une forme ultime de cette évolution qui justifie le mariage par l'amour de deux personnes. Or, à nos yeux, le mariage n'est pas d'abord, comme nous l'avons écrit, la fête de l'amour. L'amour ne peut pas tout légitimer, ni tout justifier, puisque chacun admet, et c'est dans le Code civil, que tout le monde n'est pas épousable. Qu'un homme ne puisse pas épouser un homme ou une femme épouser une femme ne nous paraît donc pas une atteinte à l'égalité, mais le respect d'un agencement du corps social fondé sur autre chose que les sentiments. Il nous paraît utile de répéter que la différence n'induit pas de hiérarchie. J'ai souvent pris cet exemple. Aux Jeux Olympiques, les femmes et les hommes concourent séparément aux épreuves. Mais je pense que cela n'induit pas que les femmes ou les hommes sont moins valeureux ou ont moins de dignité que les autres. C'est deux champs différents. La Fédération protestante de France donne donc un avis défavorable au projet de mariage pour tous, pour des raisons qui ont été souvent exprimées, à commencer par Madame Guigou dans sa lettre de mission 1998 sur la rénovation du droit de la famille. Elle écrivait « La famille est un des piliers de notre société. Elle est plus qu'une simple juxtaposition de personnes, parce qu'elle est le lieu symbolique où se construisent les rapports entre les sexes, entre les générations et entre l'autorité et la liberté. » Nous ne pensons pas qu'il y ait progrès avec ce projet. Cependant, nous reconnaissons la demande de sécurité juridique accrue, mais nous croyons que ça pourrait se faire sous une autre appellation et par d'autres moyens, avec par exemple une union civile. Ceci dit, le point qui préoccupe le plus la Fédération protestante de France est tout ce qui serait en jeu autour de la filiation. L'adoption découle automatiquement du mariage et permet donc d'introduire indirectement, j'allais presque dire subrepticement, le principe de filiation avec deux parents de même sexe. Il faut donc s'attendre à ce qu'un couple de femmes, par exemple, refuse quelque lien que ce soit avec le père biologique. Il n'est pas possible d'entrer dans les détails, mais l'argument souvent avancé qu'il y a déjà de nombreux enfants vivant avec des parents homosexuels, et cela sans dommage, c'est ce qu'on assure, ne nous paraît pas suffisant. Il n'est pas une preuve et néglige le fait que lorsque l'exception devient la règle, les repères changent. Les enfants qui vivent aujourd'hui dans une famille sans père ou sans mère ou avec deux mères ou deux pères sont malgré tout dans un environnement où les références père-mère et la filiation biologique ne sont pas gommées. Qu'en sera-t-il quand le discours général imposera que l'enfant a besoin d'amour, mais pas de référence bisexuelle ?
Nous croyons qu'il est structurant et important qu'un enfant puisse se situer dans une lignée maternelle et une lignée paternelle. Quoi qu'on puisse en dire, notre origine est bisexuée. Ceux qui considèrent que l'égalité doit être nivelante doivent admettre que les couples de femmes sont avantagés, si j'ose dire, par rapport aux couples d'hommes. Pour réparer cette inégalité, faudra-t-il donc permettre la gestation pour autrui? Nous pointons ici les dérives prévisibles qui se feront évidemment au détriment des enfants, mais qui, de façon manifeste, encourageront la marchandisation du corps humain. En conclusion, je dirais qu'à nos yeux, il conviendrait de travailler sur la consolidation des mécanismes juridiques pour les couples homosexuels, plutôt que de remettre en cause les fondements du Code civil concernant le mariage et la filiation. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président, de respecter à la fois le terme, les concisions, la précision de vos propos. Je donne la parole maintenant à Monsieur le métropolite Joseph. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Parlant au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous assurer de prime abord que nous prions constamment dans chacune de nos liturgies pour notre pays, pour ceux qui le gouvernent et pour tout son peuple. C'est-à-dire, nous vous portons tous, quel que soit votre statut et votre condition, dans nos prières. Et la prière ne peut être dans ce contexte qu'amour et attention aimante envers l'autre. En tant que pasteurs chrétiens, nous ne pouvons qu'apprécier cette intention que nous souhaitons être louable, qui consisterait à nous pousser tous, les uns et les autres, à sortir des préjugés, à ouvrir les yeux du cœur et à porter dans la société qui est la nôtre un autre regard positif sur la différence, un regard d'amour et de compréhension, et non pas un regard de condamnation et de suspicion. Cette intention est certes louable quand s'agissant des personnes homosexuelles, nos frères, souvent nos fidèles et nos enfants spirituels. Il y a lieu de trouver les moyens pour qu'elles ne fassent plus l'objet de discrimination et d'humiliation, comme c'était le cas jusqu'il n'y a pas si longtemps. Et ceci est en soi quelque chose d'agréable à Dieu qui est le Père de tous les êtres humains, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs conditions. Cette situation nouvelle donc, et ce retournement positif que nous devons avoir, nous conduit tous ensemble à avoir des attitudes nouvelles également vis-à-vis de la différence et en particulier des personnes homosexuelles pour avoir des attitudes caractérisées par l'accueil, l'écoute et la prise en considération de ces personnes et de leur sensibilité. C'est avec une telle finalité qu'il nous semble que le gouvernement français a voulu peut-être présenter un projet de loi qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe avec pour objectif de mettre tout le monde à pied d'égalité. Mais cette approche en mettant tout le monde à égalité dans le même moule juridique et sociétal, plutôt que de régler un problème, ouvre d'autres et suscite malheureusement des clivages et des divisions qui renforcent les oppositions et les frontières préexistantes et dessert complètement l'intention louable qui était peut-être celle de porter un regard autre sur la différence. Nous souhaitons attirer en effet votre attention sur les points suivants. Premier, il faut le dire, cette question du mariage n'est pas une question seulement pour les religions. Une telle question éminemment structurante pour la société est une question éminemment sociétale qui nous concerne tous, au-delà de nos croyances ou de nos non-croyances. Le mariage n'est pas la propriété d'une religion ou des religions, mais si les religions, c'est évident, même si elles ont aussi leur mot à dire. Cette institution pluriséculaire concerne toute l'humanité. Le débat sur cette question doit échapper au clivage traditionnel et à toute forme d'instrumentalisation politique, religieuse ou idéologique. Traitée par le gouvernement sous l'angle de l'égalité des droits, elle dépasse cet angle, aussi légitime qu'il soit, puisqu'elle touche au-delà de la notion du couple à la conception de la famille, de la filiation,
de l'éducation des enfants, de l'altérité, de la différence des genres, des régimes matrimoniaux, etc. Deuxièmement, nous pensons que l'égalité des droits, qui est un des fondements de tout régime démocratique qui respecte la liberté des personnes, n'implique pas le gommage de la différence ni l'intégration de tous dans un même moule juridique, au risque de créer de nouvelles tensions et confusions sociétales. Et si chacun de nous, dans une attitude aimante et compréhensive, est conscient de la nécessité de prendre en compte les transformations de la société et de répondre à certaines des attentes catégorielles qui en découlent par souci d'équité, de justice et d'égalité, cela peut néanmoins être traité dans la sérénité et l'apaisement sans menacer d'ébranler une des institutions centrales de notre société. Troisièmement, la valeur qu'est l'égalité de tous devant le mariage ne doit pas devenir une abstraction. L'égalité peut se conjuguer de multiples façons, sans toucher aux fondamentaux de la société. Des régimes politiques ont voulu placer des abstractions au centre des dynamiques sociales. Ils sont vite devenus totalitaires. Il peut exister un totalitarisme de l'égalité. La laïcité, qui est une des valeurs fondamentales de la République française, n'a pas besoin de cette abstraction. Il faut trouver des formes, et c'est le rôle de la représentation nationale qui construisent une égalité ouverte et plurielle et non une abstraction qui finalement ne satisfait personne, y compris, in fine, ceux pour qui l'on a voulu généraliser une forme. Quatrièmement, le projet du gouvernement qui vise à instaurer pour le mariage la parité et l'équivalence des couples de même sexe et des couples de sexes différents provoque en effet une des plus grandes crises en France. Loin d'être une simple réforme de l'institution républicaine du mariage, il s'agit en effet d'un véritable bouleversement profond des structures même de la société civile. Une telle portée est d'ailleurs illustrée par les propos du président de la République devant les maires de France, même s'ils ont été retirés depuis, qui a placé l'opposition qu'auraient certains maires à un tel mariage s'il venait d'être adopté par la représentation parlementaire sur le plan de la liberté de conscience. Il faut le dire clairement et honnêtement, une telle réforme n'est pas sans conséquences profondes sur l'ensemble de la société française. Les conséquences sociales, culturelles et administratives ne semblent pas avoir été toutes prises en considération. Du point de vue philosophique, le refus de la différence, de l'altérité sexuelle est en l'occurrence, serait un appauvrissement de la pensée. L'unité dans la diversité est un mystère, mais aussi une grande richesse pour l'humanité. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui doit sa richesse à la présence d'hommes et de femmes différents les uns des autres par leur origine ethnique, par leur langue, par leur foi religieuse, par leur culture, et puisque c'est de cela qu'il est question, par leurs conditions sexuelles et affectives. L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe est une forme de négation de l'altérité et de la différence. Or, il peut exister une égalité dans la différence. Un 8e point. Pour souligner la secousse culturelle et spirituelle que constituerait ce qui est en fait la destruction de l'institution conjugale, nous tenons à rappeler que la référence biblique est une donnée constitutive de notre civilisation, en particulier de la culture française. Ouvrir le mariage à des personnes de même sexe consiste à supprimer le caractère référentiel de l'image biblique du couple de l'homme et de la femme, image qui renvoie à l'anthologie biblique, mais aussi à la finalité structurelle de la constitution d'un tel couple, à savoir l'enfant et la perpétuation du genre humain. Un 9e point. La question de l'enfant est aussi centrale dans ce dossier, ainsi que celle du droit de l'adoption. Malheureusement, là aussi, on passe à côté de quelque chose d'essentiel et de central, et qui touche à la psychologie de l'être. Elle est largement mise de côté, et le débat actuel ne lui réserve pas la place qui doit être la sienne dans une telle réforme. Droit à l'enfant
ou droit de l'enfant. La question n'est pas aussi simple qu'on nous la présente. Les débats et les études psychologiques et psychanalytiques se rejoignent et se contredisent ici et là tous les jours. Avons-nous aujourd'hui le recul nécessaire et l'objectivité suffisante pour apprécier à sa juste portée les effets positifs ou néfastes qu'aurait une telle réforme sur la question de l'enfant dans un couple? Et un 10e point, la présence de communautés religieuses et philosophiques est une réalité objective dans notre pays. Nous apprécions le fait que leurs paroles et pensées soient entendues et prises en considération par l'audition de ce jour. Mais nous attendons encore davantage de la part du gouvernement pour prendre en compte les prises de position détaillées et approfondies de ces diverses communautés qui, en l'occurrence, au-delà de leurs différences, ont été toutes unanimes pour souligner les dangers d'une telle réforme et pour adopter une attitude très critique et réservée pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Notre responsabilité citoyenne de formuler les demandes suivantes. Le retrait d'un tel projet de loi ou sinon suspendre à son examen par la représentation nationale afin d'organiser un débat national le plus large possible dans des conditions d'apaisement, de respect et de sérénité afin d'entrevoir toutes les possibilités de solutions juridiques alternatives qui permettent de prendre en compte les situations catégorielles sans remettre en cause les fondements. Mettre fin à cette nouvelle source de division qui frapperait notre pays, qui n'en a pas besoin et qui va en s'amplifiant. Je vous remercie de votre accueil et de votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Je cède la parole dorénavant à Monsieur Gilles Bernheim. Je vous remercie et... En appuyant sur le micro, Monsieur le Grand Rabbin. Je vous remercie et je me contenterai de reprendre 2 points qui me semblent importants au milieu d'autres que j'ai sous forme écrite au courant du mois d'octobre et de manière très diffusée cherché à faire connaître. Un grand nombre de nos concitoyens ne perçoit dans la revendication du mariage homosexuel qu'une étape supplémentaire de la lutte démocratique contre l'injustice et les discriminations dans la continuité de celles engagées contre le racisme. C'est-à-dire que c'est au nom de l'égalité, de l'ouverture d'esprit, de la modernité, donc du progrès, qu'il nous est demandé d'accepter la mise en cause de l'un des fondements de notre société. Et c'est sur les termes d'égalité et de progrès que je souhaiterais revenir et m'arrêter maintenant. Représentant la communauté juive de France, inspirée de sources bibliques et rabbiniques, mais transcrivant cette pensée dans un langage juridique, anthropologique et philosophique, je souhaitais rappeler 2 choses. Il est convenu, c'est-à-dire que l'on entend très souvent dire que les homosexuels sont victimes de discrimination. Ils doivent avoir, comme les hétérosexuels, le droit de se marier. Mais ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que l'argument du mariage pour tous ceux qui s'aiment ne tient pas. Ce n'est pas parce que des gens s'aiment qu'ils ont systématiquement le droit de se marier, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Au nom de l'égalité, de la tolérance, de la lutte contre les discriminations et de tant d'autres principes, on ne peut pas donner droit au mariage à tous ceux qui s'aiment. N'est pas en cause ici la sincérité d'un amour. Et il est compréhensible que des personnes amoureuses souhaitent voir leur amour reconnu. Toutefois, des règles strictes délimitent aujourd'hui et continueront demain de délimiter les alliances autorisées et les alliances interdites au mariage. En ce sens, le mariage pour tous est uniquement un slogan car l'autorisation du mariage homosexuel maintiendrait des inégalités et des discriminations à l'encontre de tous ceux qui s'aiment, mais dont le mariage continue d'être interdit. Dans la vision du monde que je partage avec de nombreuses personnes croyantes ou non croyantes,
Le mariage n'est pas uniquement la reconnaissance d'un amour. Le mariage est l'institution qui articule l'alliance de l'homme et de la femme avec la succession des générations. Le mariage est l'institution d'une famille, c'est-à-dire d'une cellule qui crée une relation de filiation directe entre ses membres, et au-delà de la vie commune de deux personnes, le mariage organise la vie d'une communauté composée de descendants et d'ascendants. En ce sens, le mariage est un acte fondamental dans la construction et dans la stabilité dont tant des individus que de la société. L'autre, je ne dirais pas lieu commun, mais d'autres propos entendus suggèrent que l'homoparentalité existe de fait, que des milliers et des milliers d'enfants sont élevés déjà par des couples homosexuels, et qu'il faut donc créer un cadre juridique pour protéger ces enfants. Alors permettez-moi de répondre à ce que l'on entend, aux arguments qui sont avancés, et d'argumenter point par point. On oublie souvent de dire que la loi permet déjà d'organiser la vie quotidienne des familles recomposées, de rappeler l'article 372 du Code civil qui indique que l'exercice de l'autorité parentale revient au père et à la mère de l'enfant et que les parents n'ont pas la possibilité de céder à leur convenance leur autorité à un tiers. En revanche, le Code civil envisage la possibilité de déléguer l'exercice de l'autorité parentale à un tiers sur décision du juge aux affaires familiales, voire article 377 et suivant du Code civil. La délégation peut être totale et elle concerne alors tous les droits relatifs à l'enfant, sauf celui de consentir à son adoption. Mais elle peut être aussi, cette délégation, elle peut être partielle. Elle concerne alors simplement certains aspects comme la garde ou la surveillance. Et le juge aux affaires familiales peut seul décider de la délégation ou restitution de l'autorité parentale. Mais le mécanisme de la délégation présente l'inconvénient de déposséder les parents de ce qui est délégué au tiers. C'est pourquoi, devant le phénomène croissant des familles recomposées, le mécanisme a été assoupli en 2002, loi numéro 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, et donne désormais aux juges aux affaires familiales la possibilité d'organiser pour les besoins d'éducation de l'enfant et avec l'accord des parents le partage de l'exercice de l'autorité parentale, article 377.1 du Code civil. Un tel partage permet d'associer un tiers à l'exercice de l'autorité parentale sans que cela entraîne pour le parent la perte de prérogatives. La compagne homosexuelle peut déjà partager l'exercice de l'autorité parentale avec la mère. La question de savoir si ce partage de l'autorité parentale avec un tiers peut s'opérer au sein d'un couple homosexuel a déjà été posée à la Cour de cassation, laquelle a accepté que l'autorité parentale puisse être partagée entre la mère et la compagne homosexuelle de celle-ci, Cour de cassation 24 février 2006. Dans son arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que le Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule, titulaire de l'autorité parentale, en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est ainsi jugé que l'intérêt supérieur des enfants peut justifier, en pareille circonstance, que l'autorité parentale soit partagée entre une mère et sa compagne, a expliqué la Cour de cassation. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter encore la loi à ce qui existe déjà. Le droit français est suffisamment riche pour répondre aux situations des familles recomposées actuelles, y compris les familles homoparentales. Au lieu d'ajouter encore au dispositif légal, ne faut-il pas simplement chercher à mieux faire connaître ce qui existe déjà et qui répond aux situations existantes? Mieux informer sur ce dispositif permettrait de l'utiliser pleinement
et de trouver aussi des solutions souples, sur mesure, pour permettre aux beaux-parents, entre guillemets, ou à un autre tiers d'être associé à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, si cela s'avère nécessaire et conforme à l'intérêt de l'enfant. Alors si je devais conclure, je dirais deux choses. D'abord, que si, représentant la communauté juive de France, je m'oppose à cette loi du mariage pour tous, ce n'est pas parce que je suis opposé au progrès. Le progrès, c'est le développement en bien, c'est le développement en mieux. Par exemple, la lutte contre l'homophobie est un progrès. La loi pénalisant les actes et promos homophobes est un progrès. La lutte contre les discriminations est un progrès. La protection du conjoint dans un couple homosexuel est un progrès. Mais en quoi le mariage homosexuel et l'adoption par les couples homosexuels sont-ils un progrès? Ce sont des changements de normes sociales et juridiques. À mes yeux, ce ne sont pas des progrès. Et je terminerai en rappelant que je ne suis pas opposé à l'égalité, dans la mesure où l'idée d'égalité ne doit pas être dévoyée lorsqu'elle nécessite préalablement de modifier une définition. Ici, c'est la définition du mariage qui est modifiée, et non pas les droits de l'homme ou de la femme, que ce soit dans les couples hétéros ou homosexuels, qui sont changés. Il faut savoir au nom de quoi on agit, quel serait l'impact de ces changements, et si l'on est ou non en train d'enclencher une mécanique que l'on sera plus tard incapable d'arrêter. Voilà ce que je souhaitais rappeler à l'occasion de cette audition. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin. Je donne la parole au président du Conseil français du culte musulman, Monsieur Mohamed Moussaoui. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, dans le projet de loi Mariage pour tous, le gouvernement déclare être conscient de toutes les dimensions philosophiques et anthropologiques entourant le mariage et estime que ces dimensions ne peuvent venir percuter l'exigence de l'égalité. Ce projet va étendre aux personnes de même sexe les dispositions actuelles du mariage, de la filiation et de la parenté. Il ouvre l'adoption aux couples homosexuels, et ce, dans un cadre identique à celui qui est actuellement en vigueur. Le projet de loi, nous dit-on, ne prévoit pas d'équivalent à la présomption de paternité qui existe aujourd'hui au sein des couples mariés. L'accès à la procréation médicalement assistée n'entre pas dans le périmètre du projet de loi et la gestation pour autrui ne sera pas légalisée. Le mariage fait l'objet d'un encadrement particulier dans la jurisprudence musulmane, comme en témoignent les nombreux textes coraniques et traditions prophétiques qui traitent des questions du statut personnel et de la famille, des épousables, des non-épousables, des droits et des devoirs des conjoints, des règles de l'héritage et des relations entre les générations et de nombreux sujets en lien avec le mariage. Il ressort de ces textes que le mariage, selon la religion musulmane, est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable, je peux citer le Coran, sourate 4, verset 21, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux. De ce fait, la non-conformité de mariage homosexuel avec les principes de la jurisprudence musulmane fait l'unanimité au sein de toutes les écoles juridiques musulmanes, qu'elles soient sunnites ou chiites. Ce pacte entre un homme et une femme crée une filiation réelle et structurante non seulement de la relation de l'individu avec ses ascendants et ses descendants, mais également de sa relation avec les autres membres de la société. C'est en ce sens qu'on peut lire dans un verset coranique « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. »
L'opposition du culte musulman au mariage de deux personnes de même sexe étant réaffirmée, nous devons rajouter que, compte tenu du principe de laïcité, qui tient compte de la diversité et de la pluralité de religions et de convictions au sein de notre société, nous sommes conscients que les règles et les normes d'une religion, en particulier l'islam, ne peuvent être mises en avant pour s'opposer ou se soustraire aux normes et aux règles de la République, qui s'appliquent à tous. Ces règles républicaines doivent être le résultat de débats et de choix démocratiques ouverts à tous. Ouverts à tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions ou leurs conditions. Profondément attachés au principe de justice et du respect de l'égale dignité de tous, ainsi qu'à la reconnaissance de la pluralité des religions et des convictions dans notre société, nous entendons contribuer dans cet état d'esprit au débat démocratique et à l'évaluation des choix projetés pour notre modèle sociétal. Par ailleurs, en présentant notre position sur le projet de loi, nous réaffirmons notre condamnation totale de toute forme d'atteinte qui viserait une personne en raison de ses opinions, de son appartenance religieuse ou de son orientation sexuelle. Et à ce titre, nous condamnons fermement tout acte homophobe. Le projet de loi portant sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe n'est pas une simple extension d'un statut réservé aujourd'hui à des couples hétérosexuels. Il s'agit de transformer profondément une institution millénaire qui a permis à l'humanité de continuer à exister et à s'organiser avec des repères clairs, en harmonie avec la création toute entière. Nous avons créé de toutes choses deux éléments de couple, mâle-femelle, peut-être vous rappellerez-vous, dit le Coran, sourate 51, verset 49. Le principe de l'accès sans discrimination à une institution, quelle que soit cette institution, le mariage en est un cas particulier, peut et doit être dissocié de la mission assignée à cette institution. Le principe de l'accès sans discrimination à une institution, quelle que soit cette institution, ne peut être dissocié de la mission assignée à cette institution. Ce sont les conditions de l'accomplissement de cette mission qui déterminent les qualités requises pour les candidats qui souhaitent accéder à cette institution. La mission du mariage ne peut être réduite à la reconnaissance d'un lien amoureux entre deux personnes ou à leur volonté de vivre ensemble. Sa mission est aussi la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux. Le fait que deux personnes de même sexe puissent déployer tous les moyens pour donner à un enfant de l'amour et de l'affection ne peut être un argument pour relativiser une donnée anthropologique et psychologique fondamentale qu'est le besoin d'un enfant d'avoir une filiation réelle issue d'une mère et d'un père. Même dans la situation de monoparentalité imposée par le divorce ou par la disparition de l'un des parents, les deux parents restent présents dans la conscience et le psychisme de l'enfant. L'adoption est un moyen pour alléger la souffrance d'un enfant abandonné tout en préservant sa filiation réelle et non un moyen de satisfaire un projet ou un désir parental de personnes adultes en créant entre eux et l'enfant une filiation fictive. Dès lors, a-t-on suffisamment de recul pour être sûr de garantir à tous les enfants adoptés les mêmes chances d'épanouissement, indépendamment de la nature du couple adoptif. Le principe d'égalité doit être aussi garanti à tous les enfants. D'autres problèmes éthiques à ne pas sous-estimer peuvent ressurgir via la question du mariage. À titre d'exemple, le projet gouvernemental, s'il exclut pour l'instant de faire reconnaître l'équivalent à la présomption de paternité qui existe aujourd'hui au sein des couples mariés, ou un accès à la procréation médicalement assistée, pourrait trouver des difficultés à défendre cette position. En effet, le principe d'égalité entre les couples pourrait être invoqué
pour refuser toute différence de traitement en raison de la nature du couple. Le débat sur la gestation pour autrui et d'autres questions bioéthiques importantes risquent d'être relancé dans un contexte nouveau. D'autres interrogations liées à l'éventuelle mise en œuvre de ce projet de loi porteraient sur des considérations qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. À titre d'exemple, y aurait-il 2 régimes de mariage hétérosexuel et homosexuel avec 2 états civils distincts? Par exemple, concernant les extraits de naissance avec les mentions père et mère pour le mariage hétérosexuel et autres mentions pour le mariage homosexuel. Car au nom du principe d'équité et d'égalité, pourquoi imposer aux couples hétérosexuels et à leurs enfants la suppression des mentions père et mère dans leur état civil, lorsqu'on sait que cette suppression aurait forcément un impact sur leurs sentiments, leur identité et leur vie quotidienne? Au cas où il y aurait un seul régime et un seul modèle d'état civil, a-t-on évalué les conséquences générées par l'actualisation des registres d'état civil et de tous les documents qui reposent sur ces registres? Livret de famille, copie d'acte de naissance, acte de mariage, carnet de santé, etc. Mais également au sein de la fonction publique, de la sécurité sociale, des établissements d'enseignement, etc. Si nous ne pouvons pas ignorer que certaines personnes homosexuels, au nom du principe de l'égalité, demandent que leur vie en couple soit reconnue via l'institution du mariage avec les droits et les devoirs qu'elle impose, nous sommes en mesure de nous interroger sur le nombre de couples qui feraient cette demande et du nombre de ces couples qui souhaiteraient bénéficier du droit d'adopter des enfants. À titre indicatif, d'après l'INSEE, entre 2000 et 2010, sur les 905 000 à peu près de PACS qui ont été signés, 63 000 ou 64 000 entre ces PACS étaient entre des personnes de même sexe. Le nombre de couples homosexuels concernés par ce projet de loi étant très réduit, nous nous interrogeons sur l'opportunité d'introduire par son adoption une évolution importante dans la vie de nos sociétés, avec le risque d'ouvrir un débat passionnel qui divise au moment où il y a nécessité de se concentrer ou de concentrer les efforts de tous sur les priorités et les défis importants qui se présentent à notre pays en cette période difficile de grande crise économique et sociale. Nous ne pouvons ignorer que les sondages ou des sondages réalisés récemment donnent 65%, pour certains d'entre eux, de Français favorables au mariage entre 2 personnes de même sexe et 53% de Français favorables à l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe. Cependant, il est utile de rappeler qu'avant le lancement des États généraux de la bioéthique en septembre 2008, les sondages donnaient une majorité de Français favorables à la gestation pour autrui. Après un semestre de débat public, ils étaient une majorité à s'opposer à la législation de cette pratique en France, notamment afin d'éviter toute instrumentalisation du corps de la mère porteuse. Le risque d'emprunter par la transformation d'un grand principe régulateur qu'est la filiation, un chemin irréversible qui engage la société d'aujourd'hui et de demain dans un avenir incertain est très grand. Ce serait oublier, comme le soutenait Henri Bergson, que sur 10 erreurs politiques, 9 consistent à croire que ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui, mais que la 10e, la plus grave sans doute, consiste à croire ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Je parle de la filiation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre dernière invitée, donc Madame la Vénérable Marie-Stella Boussemard, qui préside l'Union bouddhiste de France. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, donc comme on vient de vous le dire, je suis là au nom de l'Union bouddhiste de France et je tiens tout d'abord à souligner que l'Union bouddhiste de France n'est en aucun cas ni une instance dirigeante, ni une instance doctrinale par rapport à la communauté bouddhiste de France. Nous sommes une fédération qui a pour vocation de représenter les bouddhistes, mais sans plus. Et ce qui veut dire également que je ne vais pas pouvoir reporter une parole qui serait commune à tous les bouddhistes. De toute manière, ça serait impossible parce qu'il se trouve que le bouddhisme, qui est
très ancien, il remonte à peu près 2600 ans, est extrêmement divers. Vous savez qu'il s'est répandu dans à peu près tous les pays d'Asie avant, à date beaucoup plus récente, ça remonte à peu près une cinquantaine d'années, de commencer à arriver en France, plus largement en Europe et en Occident. Et il se trouve que, vu l'histoire de France et de ses liens avec bon nombre de pays d'Asie, les différentes écoles du bouddhisme sont à peu près représentées en France, avec des proportions très diverses. Mais étant donné que le bouddhisme a connu une telle diffusion au cours de 2600 ans d'existence, il était déjà très divers au point de départ et ça s'est encore enrichi au fil des siècles. Ce qui veut dire que pour la question que nous abordons aujourd'hui, comme pour d'autres questions, que ce soit pour la notion même d'éthique ou des faits de société, de toute manière, en général, les prises de parole des bouddhistes seront plurielles et non pas uniques. Et vous avez peut-être pu remarquer qu'il n'y a pas eu de communiqué des bouddhistes ou de l'Union bouddhiste de France à propos de ce projet de loi, tout simplement parce que ça aurait été assez complexe à rédiger. Et alors, grosso modo, d'après le retour que nous avons pu avoir auprès des membres de notre communauté, eh bien, on retrouve chez les bouddhistes, grosso modo, le schéma qui existe dans la société française, c'est-à-dire que les citoyens français de confession bouddhiste semblent se répartir entre ceux qui seraient pour ce projet de loi, ceux qui seraient contre ce projet de loi, ceux qui ne souhaitent pas se prononcer et ceux qui n'ont pas d'opinion ou qui préfèrent ne pas l'exprimer. Parce qu'il y a également cette méconnaissance de la laïcité et de la loi de 1905, et ce qui fait qu'on entend dire que les religions n'ont pas droit à la parole. Et je dois dire que notre présence aujourd'hui démontre le contraire. Merci à vous de nous avoir invités et permis de nous exprimer. Mais l'ennui, c'est que ça s'enracine également dans l'esprit des citoyens. Et quand nous avons essayé de demander à nos amis bouddhistes, mais alors qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que nous allons pouvoir dire pour représenter votre opinion? Ah non, non, en tant que citoyen, j'ai une idée, mais en tant que bouddhiste, je n'ai rien à dire. Et là, nous leur disons, mais comment vous faites pour vous diviser en deux? Parce que dès lors qu'on a choisi d'être de telle ou telle tradition, ça nous paraît quand même difficile d'avoir une opinion en tant que citoyen qui serait totalement déconnectée des autres valeurs que l'on aurait pu retenir. Donc déjà, pour vous dire la difficulté de ma position maintenant, autre difficulté, c'est que nous, on est très récents en France. Alors du coup, j'ai regardé quelque chose de plus large comme panorama. Puisque, en plus, dans le bouddhisme, on considère qu'il y a cette notion d'interdépendance et qu'on ne peut peut-être pas non plus considérer une question fondamentale de manière qui serait trop limitée, qu'il vaut mieux essayer d'avoir une vision d'ensemble. Et il est évident que là, nous sommes dans le cadre de l'Assemblée nationale, qu'il s'agit d'un projet de loi français. Donc pour nous, c'est effectivement à l'État et à la population d'exprimer ce qu'elle souhaite pour son pays. Il n'empêche que la France est dans le monde, se situe en Europe et plus largement dans le monde. Et donc j'ai regardé un petit peu en ce qui concerne les pays qui ont déjà légiféré à propos du mariage ouvert aux homosexuels. Il me semble qu'il y a des pays européens, qu'il y a un certain nombre d'États américains et pour le moment aucun pays asiatique. Il y a un projet au Japon, sachant que le Japon est le pays le plus occidentalisé, si j'ose dire, d'Asie. Donc il y a peut-être également là une influence intéressante à creuser. Étant donné que pour nous, le bouddhisme,
ça n'est pas un scoop, nous arrive d'Asie. Donc évidemment, ça nous pose quand même question le fait que jusqu'à présent, aucun pays d'Asie n'ait cru bon de prendre à bras-le-corps cette question qui est d'actualité sur le plan international et n'a pas encore légiféré. Alors du coup, nous sommes également allés puiser, ce qui nous paraissait logique, dans les enseignements du Bouddha. Et là, nous nous apercevons qu'en fait, le Bouddha n'a jamais parlé d'homosexualité. C'est-à-dire qu'il n'a jamais mis d'un côté les hétérosexuels et de l'autre côté les homosexuels. Ce qui fait également que quand on regarde dans la plupart des pays d'Asie, ça n'est pas que les homosexuels aient toujours eu une position très facile, n'exagérons pas, mais il n'y a jamais eu de persécution en tant que telle, pour la seule raison qu'ils auraient été homosexuels. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient jamais subi de pression sociale, parce que comme on l'a dit de nombreuses fois, je ne vais pas reprendre les mêmes propos, le mariage existe par contre partout. Habituellement, il est quand même considéré comme étant le vecteur social pour constituer une famille. Et même dans des pays où les homosexuels n'auraient pas été persécutés pour leurs préférences sexuelles, ils pouvaient quand même, et ils ont subi, des pressions sociales pour, en dehors de faire ce qu'ils voulaient, malgré tout, contracter un mariage au sens habituel du terme, de manière à assurer la descendance. Ce qui veut dire que cette question du mariage est effectivement très complexe, très délicate, parce qu'on ne peut pas nier sa dimension symbolique et sa dimension anthropologique. Alors pour nous, bouddhistes, c'est à nouveau un peu plus facile, en ce sens que d'une manière évidente, le mariage est un acte civil et en aucun cas un acte religieux. Il n'y a pas de sacrement du mariage chez les bouddhistes. Il y a des bénédictions faites par les religieux lors des épousailles, mais le mariage est considéré comme un contrat social qui est passé entre deux personnes et d'ailleurs très souvent entre deux familles. Ça peut être parfois d'ailleurs entre deux États, quand il s'agissait du mariage de dirigeants, de mariage de rois. Et étant donné que le mariage n'a donc aucune connotation sacrée, ça explique également que dans les pays de culture bouddhiste, la notion de séparation a toujours été conçue d'une autre manière et que, sachant qu'au cas par cas et d'un pays à l'autre, il pouvait y avoir de grandes variétés, malgré tout, ça n'est pas le bouddhisme qui va fixer les usages, c'est la culture ambiante. Et donc, la séparation, le divorce ont pu être admis et exister dans le fait depuis des centaines d'années dans les pays de culte bouddhiste. Et là, je vais, je crois, faire frémir beaucoup de personnes d'horreur ici même. Mais quand on regarde les cultures d'Asie, donc, qui est souvent donc, imprégnées par le bouddhisme, aux côtés de la monogamie, ben, on trouve également la polygamie et la polyandrie, en général pour des raisons qui sont économiques ou également politiques. C'est-à-dire que le mariage a vraiment cette dimension sociale, économique et politique, parfois. Ce qui veut dire également qu'en tant que religion bouddhiste, tout ce que nous pouvons faire, c'est à nouveau rappeler ce que le Bouddha en a dit, c'est-à-dire qu'il invitait ses fidèles, d'une part, à respecter l'éthique et d'autre part à respecter les lois du pays où la personne se trouvait. On pourrait dire que ça revient au même, pas tout à fait, parce qu'il arrive des cas où la loi permet des choses qui peuvent être contraires à une certaine vision éthique que l'on aurait. L'inverse peut également être vrai. Donc, selon nous, il appartient à l'État et ça veut dire finalement à la population de décider de ce qu'elle souhaite comme société actuelle. Et après, il appartient à chacun de faire appel à ses convictions, à ses croyances, pour savoir ce que lui, en tant que personne, en tant qu'individu, va faire ou ne pas faire. Et en ce qui concerne donc cette notion de mariage ouvert à des homosexuels, chez les bouddhistes, il va y avoir là vraiment deux visions différentes. Il y a ceux qui vont estimer que, après tout, c'est l'amour qui
Et le plus important est que du moment qu'il y a la pureté des sentiments, dans la mesure où un mariage homosexuel ne pourrait pas porter atteinte à l'ordre public, il n'y a rien à dire. Et puis, il y a ceux qui ont une autre vision de l'éthique et de ce qui pourrait être conçu comme correct ou incorrect sur le plan sexuel, qui vont dire, malgré tout, c'est vrai qu'il y a une lecture un petit peu plus détaillée de ce qui serait des conduites sexuelles qualifiées d'incorrectes, et où là, effectivement, la sodomie serait peut-être un peu en dehors. Mais là, évidemment, ça va dépendre à chacun de voir est-ce qu'il a envie ou non de respecter une telle éthique ou pas. Autrement dit, c'est vrai qu'un référendum aurait pu être une option intéressante et prendre également peut-être du temps pour un débat de société en profondeur en essayant d'évaluer les conséquences sur notre société française, mais également la conséquence sur la vie des personnes qui pourraient être amenées à contracter un tel type de mariage ou à adopter des enfants, contrairement à ce que les autres cultes ont exprimé avant nous. Chez nous, apparemment, la notion de filiation nous paraît beaucoup plus simple à régler, puisque partant de ce que l'on peut voir déjà dans la réalité des choses, il nous semble qu'au fond, n'importe quelle personne faisant preuve d'amour vis-à-vis d'un enfant pourrait remplir les critères, à condition évidemment que le bien de l'enfant reste une priorité. Mais il faut également penser que cet enfant est peut-être amené à voyager, ne va pas forcément vivre toute sa vie sur le territoire français, et qu'il faut également tenir compte de la situation qui peut exister sur le plan légal dans d'autres pays, et donc il faut vraiment peser les conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme pour tous les intéressés, et notamment les enfants. Donc, pour conclure, ça serait de souhaiter que, puisque nous avons cette chance de vivre dans un pays où toutes les libertés de pensée et d'expression sont garanties par la Constitution, chacun puisse faire le meilleur usage possible de ces libertés dont nous avons la chance de jouir, dans le respect de l'autre, avec sagesse, avec amour et avec compassion. Merci. Merci beaucoup, madame. Je vais donner la parole à notre rapporteur, Erwan Binet, en vous priant de m'excuser parce que je suis contraint de m'arrêter là pour ma part, mais Erwan Binet va continuer l'audition. Merci, Monsieur le Président. D'abord, pour me joindre aux propos que vous avez tenus en introduction de cette audition, pour me joindre aux remerciements que je vous adresse également, Madame, Messieurs, d'avoir bien voulu accepter cette invitation cet après-midi. Je poserai seulement 2 questions. Peut-être plus adressé aux messieurs, parce que Madame, votre discours était un petit peu différent, plus équilibré. Donc 2 questions. Vous avez, messieurs, souvent, dans votre vocabulaire, utilisé un certain nombre de mots que j'ai notés: risque, secousse, atteinte, pour désigner ce que ce projet de loi, selon vous, pourrait avoir comme conséquence sur l'institution du mariage hétérosexuel tel qu'il existe aujourd'hui. Autrement dit, que notre projet de loi, qui ouvre le mariage et finalement la filiation aux couples de personnes de même sexe, devait avoir des conséquences très concrètes sur le mariage tel qu'il existe aujourd'hui entre un homme et une femme. J'aimerais davantage comprendre ce risque, dans la mesure où la volonté, cela ne vous a sans doute pas échappé, du gouvernement, mais aussi de la majorité parlementaire, est clairement de ne pas détricoter le code civil pour l'adapter aux couples homosexuels, mais justement de faire rentrer les couples homosexuels et leurs familles, telles qu'elles existent aujourd'hui réellement, vous l'avez dit, les uns et les autres, dans le code civil, en l'adaptant, en définissant ne serait-ce que le mariage, qui n'est pas aujourd'hui défini. Donc voilà, ma première question, c'est quel est réellement ce risque, selon vous? Comment vous le vivez? Parce que j'avoue ne pas partager cette vision-là. Deuxième question. Le mariage, vous l'avez dit, chacun d'entre vous est une institution, une belle institution qui pour vous est extrêmement importante, socle de la société. Vous avez aussi là tous eu un vocabulaire qui le démontrait. C'est une reconnaissance sociale, une reconnaissance publique. On va devant Monsieur le maire
Elle assure la durabilité du lien, elle permet la fondation d'une famille, elle permet aussi, c'est important pour nous législateurs, la sécurité des enfants, mais aussi du couple dans la durée. Et donc vous avez tous souligné l'importance qu'avait à vos yeux cette belle institution. C'est une institution, en même temps, qui est en déclin. J'ai pris quelques chiffres. En 1990, nous avons célébré dans notre pays 294 000 mariages. Nous n'en célébrions que 241 000 en 2011. 20 ans plus tard, moins 50 000 mariages. Parallèlement, le nombre de PACS augmentait considérablement. Et en 2010, il y avait, parce que je n'ai pas les chiffres de 2011, il y avait 205 000 PACS. 241 000 mariages en 2011, 205 000 PACS en 2010. Et il est fort à parier que ces deux courbes allant dans des sens différents, elles se croiseront un jour. La volonté des couples homosexuels, elle est aujourd'hui de rentrer dans cette institution. Elle est, comme l'a dit Dominique Bertinotti, je la cite, une volonté normalisatrice, une volonté d'être reconnue évidemment par la société et d'assurer les mêmes droits, vous les avez dit les uns les autres, de durabilité et de sécurité auxquels apporte cette institution du mariage. Ma question, elle est celle-ci. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu la tentation d'imaginer cette volonté normalisatrice, cette volonté de rentrer dans cette institution, au regard notamment de son déclin? Est-ce que vous n'avez pas été tenté de regarder cette démarche comme positive? À un moment donné, ces couples, ces familles qui existent, qui continueront à se développer, tout simplement parce que les homosexuels, dans l'absolu, et leur famille, leur vie de couple est maintenant acceptée par la société. Est-ce que vous n'avez pas eu la tentation ou l'idée de pouvoir, ou je ne sais pas, faire l'effort intellectuel de regarder cette démarche comme étant extrêmement positive pour le mariage? Est-ce que je suis assez compréhensible? Je vais donner, si vous le voulez bien, messieurs, madame, la parole à d'autres collègues. Et puis, à la fin, vous prendrez les questions que vous prendrez en note. Et je vous donnerai chacun d'entre vous la parole. C'est comme ça que nous fonctionnons dans les auditions pour entre 3 et 5 minutes en fonction du temps qui nous reste. Madame la rapporteure pour avis, Marie-France Clergeau, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, merci à vous tous pour vos interventions. Moi, je voudrais me tourner vers Monsieur le cardinal Jean 23. Je lisais ce matin un interview dans la presse régionale de Claude Besson, qui est ancien... André 23, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, je lisais ce matin un interview dans la presse régionale de Claude Besson, qui est un ancien moine cistercien et qui est cofondateur de l'association Réflexion et Partage, qui regroupe des homosexuels et des parents d'enfants d'homosexuels catholiques. Donc, lorsqu'on l'interroge sur la position de l'Église catholique sur l'ouverture du mariage aux couples homosexuels, voilà ce qu'il dit. Il dit « Ce sont surtout les évêques qui s'expriment pour condamner ce projet et je trouve que cet engagement contre le mariage entre personnes du même sexe est démesuré par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Comme argument, elle avance les risques de changement de société et dit que ça va condamner le mariage hétéro. Il suffit de regarder chez nos voisins européens qui ont déjà adopté cette réforme pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Heureusement, il y a d'autres voix dans l'Église qui ne partagent pas l'avis des évêques. J'invite l'Église de France à revisiter ce chantier en s'appuyant sur les sciences humaines et sur le vécu des personnes. » Donc, Monsieur le cardinal, j'aimerais vous entendre sur ces propos. Merci. Monsieur Alain Tourret. Merci, Monsieur le rapporteur. Je serai un petit peu plus long. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, Madame, Messieurs, le texte signé par 4 d'entre vous dans Le Monde du 18 novembre. Laissons du temps au débat. Le débat a lieu actuellement, c'est une bonne chose. Votre texte était d'ailleurs, je tiens à le dire, peut-être parce qu'il était signé par 4, fort modéré sur la nécessité d'avoir recours à ce débat sur un sujet fondamental, j'en suis bien d'accord. Sujet fondamental, et je considère que les représentants des différents cultes que vous êtes ont une place essentielle dans l'analyse du projet que nous avons à soumettre et à débattre. Donc, cette procédure, elle a lieu, elle se fait devant la représentation nationale, et c'est là où elle doit avoir lieu. Elle n'a pas lieu d'être, à mon avis, dans le cadre d'un référendum ou pas.
qui est un abandon par la représentation nationale de ses droits. Pourquoi est-ce que vous êtes parfaitement en droit et que nous attendons vos observations? C'est parce que, en réalité, les cultes ont profondément marqué notre pensée, notre matière de vivre, notre société. Mais globalement, vous êtes des lobbies. Et si j'essaye de comprendre un peu, qui suis l'un des rares parlementaires à avoir fait du droit canon, c'est tout dire, quand j'étais étudiant, spécialiste du 4e concile de Latran, eh bien, j'essaye de voir un petit peu ce qui explique votre légitimité toute particulière à intervenir. Toutes les églises, en réalité, se sont appuyées sur la cellule familiale pour appuyer leur pouvoir sur la société. Je ne reparlerai pas de toute la théorie des deux glaives et compagnie, des philosophies thomistes en la matière, mais c'est fondamentalement cela. Et c'est par la cellule familiale que vous appuyez votre pouvoir, et à partir de ce moment-là, on comprend parfaitement que vous asseyez votre pouvoir d'influence sur une structure dans laquelle vous avez confiance, mais qui n'était pas celle de la période grecque, qui n'était pas celle de la période romaine, où, à l'époque, la filiation était avant tout un phénomène d'adoption. Et puis, globalement, dans toutes ces réflexions, je note quand même que vous vous êtes pratiquement trompé chaque fois que vous avez eu à vous pencher sur la société, en dehors de quelques exceptions notables, et j'en parle à Monsieur le cardinal Liénard. Lui, sans doute, ne s'était-il pas trompé dans toutes ses appréciations sur le monde ouvrier. Également, le cardinal archevêque de Toulouse, en 1942, quand, seul en France, il s'élève contre le nazisme et le fascisme, à la différence de tous les autres. Et finalement, ce que je note à ce niveau-là, c'est que, globalement, l'Église a toujours eu à choisir entre être une Église d'ordre ou une Église de service. Et que là, véritablement, vous êtes dans le cadre du renforcement de votre pouvoir par l'Église d'ordre. L'ordre par les structures, l'ordre par la philosophie. Et c'est ce qui explique vraisemblablement pourquoi l'ensemble des philosophes vous a quitté. Il n'y a plus de grands philosophes qui peuvent s'exprimer, tel Teilhard de Chardin, au nom de l'Église catholique. Où sont-ils les philosophes qui étaient susceptibles de vous appuyer? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là parce que la fracture entre vous autres, les 5 de la religion du livre, et l'opinion est totale. Et cette fracture, on la voit en particulier par quelques sondages. 87% des Français considèrent, selon le sondage du Monde de l'IFOP du 8 novembre 2012, que l'homosexualité est une manière comme une autre de vivre sa sexualité. 87%. 65% des Français estiment que les couples homosexuels doivent pouvoir avoir le droit de se marier. Il y a 10 ans, ils étaient 51%. Lorsque j'étais l'un des signataires du Pax, à l'époque, l'ensemble des cultes, des représentants, se sont pratiquement tous opposés au Pax, pratiquement. Avec moins de structuration, je pense, que ce qui se passe actuellement. Mais c'était quand même une réalité. Alors je pense qu'en réalité, il y a une explication qui peut se faire. Lorsqu'en 1792, le mariage, qui était une institution conservée par l'Église catholique en France, a été sécularisé, on a conservé le terme de mariage. C'est peut-être là toute l'ambiguïté. Parce qu'on est passé d'un consentement, ça restait un consentement, mais on est passé d'un mariage sacrement à un mariage institution, avec le rôle désormais dévolu du curé à l'officier d'état civil. Et on a conservé le terme. Et je pense profondément que depuis 1792, nous vivons sur cette ambiguïté. Et qu'à partir de ce moment-là, cette transformation que nous allons faire, et qui va répondre à ce principe d'égalité sur lequel je vais revenir, parce que vous avez eu des termes très durs sur cette notion d'égalité, eh bien, vous ne l'admettez pas. Vous ne l'admettez pas parce que vous êtes globalement resté dans une position qui était celle antérieure à 1792. Alors, c'est là, à mon avis, l'une des raisons essentielles pour lesquelles
il y a une différence fondamentale entre la société et vous. Deuxième réflexion que je voudrais avoir, c'est sur l'égalité. Car finalement, vous avez eu raison, c'est le terme essentiel. L'égalité, c'est un beau terme, c'est un des termes fondateurs de la République, l'égalité. Et j'ai entendu l'un d'entre vous parler du totalitarisme de l'égalité. Vous voyez que vous n'y allez pas de main morte, ou avec le dos de la cuillère, enfin comme on veut. On peut prendre des expressions un peu plus triviales. Mais parler du totalitarisme de l'égalité, c'est nous envoyer aux pires périodes que l'histoire a pu connaître. L'égalité, ce n'est pas une égalité totalitaire qui exclut les autres. L'égalité, c'est un concept rassembleur qui est aussi beau que celui de liberté, de fraternité et de laïcité. Et pourquoi nous semble-t-il que cette fonction d'égalité est essentielle? Puisque en sont exclus, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les homosexuels de notre société. Et ce n'est que par le principe d'égalité qu'on est susceptible de trouver un concept fort, unificateur, rassembleur, qui permet de trouver une possibilité pour eux de retrouver toute leur place dans notre société. Notre société s'est créée globalement sur l'homophobie, à tout moment. C'est une parfaite réalité. Elle s'est créée sur le rejet des autres. Et vous le savez mieux que quiconque, vous qui représentez la religion juive. Vous le savez mieux que quiconque, vous qui représentez la religion musulmane. Vous le savez mieux que quiconque, vous qui représentez la religion protestante. Ça a toujours été les autres qui vous ont exclus. Et cette espèce d'exclusion, n'est-il pas enfin temps d'y mettre fin pour l'une des parties essentielles de notre société? C'est véritablement cette question que je veux vous poser. Et maintenant, je terminerai, Monsieur le Cardinal, Monsieur Tourret, pour laisser la parole je voudrais à vos collègues. terminer, puisque on participe à un grand moment de l'histoire, Monsieur le rapporteur. Donc, je voudrais pouvoir continuer sur mon argumentation. Monsieur le Cardinal, vous représentez le principal culte de France. J'ai vu à quel point, peut-être, dans la lignée du pape actuel, est-ce que cette lignée aurait été la même si un autre pape avait été choisi? J'ai lu tout ce que le cardinal archevêque de Milan à l'époque avait écrit, qui n'était pas du tout ce qui est actuellement fait. Je vois qu'actuellement, vous lancez vos troupes, vous lancez vos évêques, vous allez lancer vos catholiques s'il en reste. Mais est-ce qu'à partir de ce moment-là, jusqu'où allez-vous aller? Allez-vous encourager les manifestations dans la rue comme au moment de l'école libre? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on doit simplement rester dans le cadre de cette discussion, comme aujourd'hui nous la menons, sur le plan des idées et de la philosophie, et laisser aux élus que nous sommes, députés, représentants de la représentation nationale, de décider, puisque nous avons été élus pour cela? Je vous remercie. Merci, Monsieur Tourret. Jean-Yves Le Bouillonnec. Merci, Monsieur dont le je Président. connais la concision légendaire. Alors là, c'est sévère pour moi. Allez-y, un peu Monsieur Le d'indulgence, ou alors je vais en avoir de la part de nos hôtes. Permettez-moi d'abord de vous dire le plaisir que j'éprouve à vous rencontrer. La diversité, plutôt l'appartenance à un groupe, ne fait pas l'uniformité. Pour moi, c'est un honneur pour notre commission de vous recevoir. Et il m'apparaît important qu'un élu de la nation qui témoigne de la laïcité en témoigne totalement, c'est-à-dire dans ce qu'elle représente non seulement de défense de la liberté religieuse, mais du respect de l'expression religieuse. Je voulais vous le dire. En second lieu, je voulais vous dire qu'il est nécessaire pour nous d'appréhender de quelle manière notre travail et ce que l'on veut en conclure interpelle les femmes et les hommes que vous l'êtes dans la double exigence de la citoyenneté, d'une part, et d'autre part, bien évidemment, des convictions religieuses qui sont les vôtres à l'aune de votre conviction personnelle et des responsabilités que vous assumez. C'est important pour nous, sachant que votre expression individuelle, celle
des communautés ou des églises ou celle de vos fidèles ne constitue pas l'instrument obligatoire de décision de la part de notre Assemblée et de notre Parlement. Et du même coup, je traduis l'envie de beaucoup d'entre nous de voir que ces expressions-là ne soient pas à un moment donné interprétées par maladresse, mais aussi parfois par maladresse de ceux qui la traduisent, comme une contestation des responsabilités respectives que nous avons. Et dans ces sujets, il est vrai, il peut très vite y avoir confusion. Et nous sommes un certain nombre de députés à déjà recevoir sur nos sites des propos, je ne dis pas des menaces, mais des interpellations qui me semblent dévoyer les débats et vos expressions. Je tenais à le dire. Et je voulais vous questionner sur 3 points. Le problème, c'est le point de l'égalité. Vous avez bien compris que c'est cet objectif-là qui est poursuivi par la loi. Et vous avez semblé traduire, notamment vous, monsieur le pasteur, que ce principe pouvait avoir une certaine limite. Je pense que vous traduisiez la limite naturelle. L'homme ne sera jamais maire. Mais ce n'est pas parce que cette réalité physique, biologique s'impose à nous que nous n'avons pas à traduire dans notre vie commune le chemin le plus proche possible de la pleine égalité. Permettez-moi de vous rappeler que la femme a eu des droits en 1945 pour voter, mais qu'il a fallu attendre 1965 pour qu'elle connaisse l'égalité dans le mariage, avec la reconnaissance de sa capacité juridique. Qui défilait dans les rues, à part les femmes que l'on souvent vilipendait, pour défendre ce principe? Et quelle a été la place de vos institutions dans ce combat? Sur le sujet des enfants, il a fallu attendre 1972 pour qu'on reconnaisse qu'un enfant non légitime existait. Filiation naturelle. Et puis cette lente progression, jusqu'à il y a à peine une dizaine d'années, pour qu'on reconnaisse à l'enfant, même né dans les liens adultérins du mariage, soit pleinement reconnu comme un enfant dans tous les éléments. Quel chemin d'égalité! Quelle place vos institutions ont occupée dans ce combat? Je me permets de vous interpeller, parce que cette interpellation est portée par beaucoup comme étant la traduction d'une nécessité que la réflexion de vos églises, de vos institutions se replace dans cette réalité-là. Ce chemin a été parcouru par les républicains, et souvent par ceux qui en étaient les victimes, les femmes dans l'égalité. Et les jugements d'alors étaient d'une terrible sévérité. Je vous demande de questionner cette idée d'égalité. À notre niveau, notre capacité d'homme, construisant les normes de la société, et sans aller jusqu'à ce que rend impossible la réalité biologique, ne pensez-vous pas que le chemin de l'égalité puisse encore nous ouvrir des espaces, notamment dans le lien du mariage, par son accès à tous ceux qui simplement ont envie de revendiquer un plein statut social à deux, dans les relations d'amour, comme un homme et une femme le font déjà. Première question. Deuxième question. Vous dites le mariage est institution, est fondement et socle de notre société. Bien sûr que non. Dans une réalité que notre rapporteur vous a traduit, et dans une réalité que depuis le début de ces auditions, nous découvrons à tout moment. Le mariage n'est pas le socle de la société. Ce qui est l'un des socles importants, c'est la vie d'être humain, homme-femme, ou homme ou femme entre eux. Ça, c'est la réalité. Et c'est ce que signifie le Pacs aujourd'hui avec plus de 200 000. C'est ça que ça signifie. Et encore, il y en a d'autres qui ne se pacsent pas, qui ne se marient pas et qui vivent un parcours de vie dans des conditions qui ne peuvent être que remarquables.
vous évoquez le mariage qui n'a pas toujours été celui que nous connaissons aujourd'hui, d'ailleurs, qui n'a pas eu non plus dans vos institutions la même nature. Ce mariage-là est un instrument parmi tant d'autres de partager les choses. Mais à partir du moment où nous reconnaissons que la République, elle, attache une particularité à ce lien particulier que l'on va proclamer, que l'on va faire proclamer devant l'officier de l'état civil et à qui on donne des conséquences particulières en termes d'obligations, la fidélité, le secours à l'assistance, en termes de conséquences sur les enfants, en termes de conséquences patrimoniales de succession. Cette réalité-là, qui n'est qu'une des réalités de la vie dans notre société, et une réalité de plus en plus infime, cette réalité-là, pourquoi enfermer la porte à 2 hommes ou à 2 femmes? C'est donc la question que je vous pose. Pouvez-vous encore dire que le mariage est le socle de notre société dans cette réalité? Il ne l'est pas d'ailleurs dans beaucoup de sociétés et dans beaucoup de cultures. Il ne l'a pas toujours été, comme il est aujourd'hui, et on sait bien qu'il évolue encore. Est-ce que vous pourrez toujours dire ça si dans 15 ans, il n'y a pratiquement qu'une infime partie de nos concitoyens qui choisissent le mariage? Donc ma deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment un socle? Troisième élément, tout évolue. Tout bouge. La réalité de notre société, qui peut s'en échapper? Après tout, la liberté religieuse, Monseigneur, celle proclamée par Vatican II, n'était pas celle d'avant Vatican II. Et c'est une sacrée différence, vous le savez bien, puisqu'elle a donné lieu notamment à toute l'œuvre œcuménique de l'Église après Vatican. Nous savons aussi que vous partagez tous des modes d'organisation institutionnelle qui, au-delà de la notion du mariage, provoquent des clergés qui ont le droit de se marier et d'autres qui n'ont pas le droit. Y a-t-il dans cette réalité-là quelque chose qui insulte la conscience des hommes libres, y compris ceux qui ne pratiquent pas vos religions? C'est cette question-là que nous, qui sommes les représentants de nos concitoyens, qui avons la charge de l'ordonnancement social la plus parfaite possible, nous posons. Est-ce qu'en définitive, sans vouloir s'arrêter d'une manière irréversible au temps qui est, l'idée de ne pas en tenir compte ne constitue pas une erreur plus grave que la prudence à faire évoluer les choses d'une manière la plus lente possible? Troisième de mes questions. Merci, mon cher collègue. Marianne Chapdelaine. Moi, j'avais juste une petite question parce que je partage ce qui a été dit par mes 2 collègues. Donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous ne pensez pas que effectivement la société elle évolue et que, y compris parmi des gens qui peuvent se revendiquer de votre religion, et ça, nous, avec la laïcité, la séparation de la religion et de l'État, on n'a pas à savoir. Il y a peut-être des gens qui, parmi vous, sont dans cette situation-là, se posent des questions, ont envie effectivement d'accéder à cette égalité, à cette égalité de mariage. Et moi, j'ai envie de dire que le mariage, pour moi, c'est un acte civil. Ça n'est pas un acte religieux. On se marie d'abord civilement et puis après on va soit à l'église, soit on peut peut-être aller dans une mosquée, peut-être d'autres formes de mariage qui sont les mariages religieux et qui là où vous avez pour moi la pleine et entière responsabilité de dire ce qui est valable ou pas. Mais par rapport à ce mariage, je me pose la question parce que ce mariage, c'est d'abord un acte civil. C'est un acte qui remet de l'égalité là où il n'y en a pas. La lutte contre les discriminations a été une avancée. Certains de nos compatriotes en subissent encore les conséquences. Eh bien là, nous sommes en train de lutter contre cette discrimination parce qu'un homme, une femme ou 2 hommes n'ont-ils pas le droit de s'aimer, de vouloir se marier ou pas? Parce que je crois que dans notre société, il y a autant de personnes qui se marient et d'autres qui ne se marient pas. Ils ont le droit de vouloir faire une famille et surtout de vouloir donner de la sécurisation à leurs enfants. On sait très bien que c'est quand ça va mal qu'un enfant qui est là, les enfants qui n'ont sur le papier qu'un parent, mais on sait très bien qu'ils sont élevés par 2, eh bien, quand un décède, il peut se retrouver ailleurs alors qu'il a ce que j'appellerais un parent social qui peut l'aider. Donc ne pensez-vous pas que là, nous sommes en train de remettre de l'égalité là où il n'y en avait pas? Et puis, j'ai envie de dire, quand vous parlez, et pour certains, quand vous parlez au nom de vos cultes, c'est
c'est poser un regard particulier sur la société. Mais ce regard, il est forcément très particulier. Il ne rassemble pas ce que la société veut dire. Donc, je pense que quelque part, c'est ici que nous devons en débattre et pas dans la rue, parce que je pense que c'est dans cette assemblée que doit se tenir le débat que vous avez demandé. Je crois qu'on peut l'avoir, et parce que quand on voit ce qui se passe actuellement, ça n'est pas bien pour la démocratie, ça n'est pas bien pour les cultes. Et je vais être courte. Merci Madame Chapdelaine. Madame Annick Le Petit, pour une dernière question avant de vous repasser la parole. Oui, merci Monsieur le rapporteur. Je vais essayer d'être le plus concise possible, dans la mesure où beaucoup de choses ont été dites par mes collègues. J'ai déjà eu l'occasion, Monsieur le cardinal André 23, de vous auditionner. C'était en 2005, lorsqu'il y avait une mission parlementaire sur la famille et les droits de l'enfant. Et donc, c'était déjà, vous étiez exprimé de la même façon que vous le faites aujourd'hui, et ce qui prouve quand même que ces sujets, nous les travaillons et nous en entendons parler depuis quand même plusieurs années maintenant. Si je vous suis tous, grosso modo, dans ce que vous avez dit, c'est vrai que vous avez beaucoup parlé du mariage. Et je vais rejoindre ce qui a déjà été dit. Nous sommes attachés, en tant que législateurs, à l'évolution du mariage et des articles qui le composent. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était sous un autre gouvernement, c'est vrai, il y a eu simplification du divorce. Et je n'ai pas entendu à l'époque la moindre manifestation, le moindre mot d'ailleurs, concernant cette évolution. Or, si on va au bout de vos propos, le mariage serait le socle et l'entrée de la famille, et même l'entrée des générations futures. Et vous le savez, comme nous, qu'aujourd'hui, en France, un enfant sur deux naît hors mariage. Et donc cette évolution, le fait que l'on puisse se marier à tout âge, et on le sait, on le voit, tous ceux qui sont officiers civils, de par leurs mandats locaux, le font très régulièrement et peuvent marier des gens qui ont passé largement l'âge d'élever ou d'avoir et d'élever des enfants, et pour autant nous les marions et nous leur lisons l'ensemble des articles du Code civil. Donc, je pense que ça ne devrait plus faire débat d'une certaine manière, ou alors il aurait fallu systématiquement, à chaque évolution du Code civil, eh bien, que d'une manière ou d'une autre, les religions que vous représentez puissent manifester leur mécontentement par rapport à l'origine même du mariage. Donc c'est vrai que c'est une question où nous sommes nombreux à nous la poser. Je dirais pas ce refus, mais en tout cas cette façon de ne pas vouloir finalement observer ce qu'est le mariage. On a rappelé tout à l'heure les chiffres, nous en avons bien évidemment bien conscience. Et enfin, je voudrais finir mon propos pour essayer d'aller un peu plus loin et comprendre votre approche. J'ai l'intime conviction que ce que nous entendons aujourd'hui, nous l'avons déjà entendu par le passé. Je pense au PAX. Je n'étais pas comme d'autres parlementaires à l'époque, mais il y a eu beaucoup d'expressions. Et ça me rappelle, je l'ai entendu dans les dernières manifestations qu'il y a pu y avoir, j'entends quasiment les mêmes propos. Et donc, je crois qu'il faut qu'on se dise les choses. Nous sommes là pour ça, mais en tout cas, nous sommes, c'est vrai, un certain nombre de parlementaires à se poser la question et de savoir pourquoi, finalement, à chaque fois qu'il y a un sujet qui concerne l'homosexualité, eh bien, nous avons des propos qui sont semblables. Donc, je souhaiterais qu'on puisse
s'exprimer à la fois sur la question du mariage, mais aussi, parce que j'ai bien entendu que vous souhaitiez réhabiliter d'une certaine manière l'individu et la personne homosexuelle, pour dire que finalement, ce qui était le vrai problème était les liens du mariage et pas finalement l'homosexualité. Et moi, je rappelle un peu l'histoire et l'historique, récente d'ailleurs, pour montrer que quand on entend des expressions fortes, voire quelquefois virulentes de la part d'un certain nombre de religions, et pas des moindres, c'est souvent à des moments qui se répètent. Merci Madame Le Petit. Je vous propose donc de prendre la parole chacun d'entre vous, entre 3 et 5 minutes, on prend le temps en même temps qu'il faut évidemment, en commençant peut-être dans l'ordre inverse de vos premières interventions, donc en commençant par vous, Madame la Vénérable Maristella Bousmar. Je vous en prie. Je vous remercie. En fait, je vais même peut-être pas avoir besoin de 5 minutes en ce qui me concerne, parce que comme vous avez peut-être pu, malgré tout, le noter, nous sommes dans une position qui est un petit peu différente du fait que nous sommes aussi une religion atypique et que nous avons une histoire qui est plus asiatique que franco-française. Donc tout ce que je peux rappeler, et là je rejoins complètement Monsieur Touré, il y a les mots qui sont utilisés et qui sont peut-être mal choisis. Et déjà l'expression « mariage pour tous » qui me semble totalement abusive. Qui n'existe plus, Madame, dans le texte. Ce n'est plus le titre du texte. Oui, mais qui est quand même utilisé continuellement. Parce que oui, c'est un slogan qui est resté longtemps, effectivement. Mais je préfère préciser que ce n'est pas le texte du projet de loi. Heureusement que ça n'est pas utilisé dans le texte, mais l'ennui, c'est que même si ça n'est pas dans le texte, mais que c'est utilisé dans les débats, ça touche sur certains points sensibles et du coup, ça déclenche des réactions qui sont sûrement plus véhémentes que si on faisait plus attention aux mots utilisés. Deux thèmes que, comme vous le disiez, monsieur, et je vous rejoins totalement, disons que si on faisait un partage des mots en gardant certains mots avec une certaine connotation dans un certain emploi et d'autres mots avec une connotation, cette fois-ci complètement civile, pour un autre emploi, ça simplifierait sans doute souvent les dialogues, les compréhensions et les assimilations. Par exemple, en ce qui concerne le Pax, pour nous, en tant que bouddhistes, nous avons trouvé que c'était une avancée extraordinaire. Et je dirais qu'à la limite, maintenant, avec ce projet de loi, d'une certaine manière, nous avons presque l'impression que par rapport à ceux qui étaient concernés par le Pax, qui vont quand même, j'espère, continuer à l'être, mais qui ne sont pas inclus dans le nouveau projet de loi, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qu'on laisse sur le côté de la route. Merci, Madame. Monsieur Moussaoui, je vous en prie. Merci. Alors, je voudrais réagir sur deux points. La question de l'égalité. Dans mon texte, j'avais clairement dit que selon la mission qu'on assigne au mariage, on pourrait dire est-ce que les candidats sont tous égaux à y accéder ou pas. Selon la vision que nous avons du mariage comme moyen de créer une famille stable sous la direction des deux époux, il me semblerait que deux personnes de même sexe ne pourraient pas assumer cette mission. Si on estime que la seule mission de mariage, c'est de pouvoir reconnaître le lien amoureux entre deux personnes ou leur volonté de vivre ensemble, là je vous dirais effectivement, oui, vous avez raison que l'égalité dans ce cas-là aurait tout son sens. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, accéder à une institution n'est pas ouvert à tous, n'importe quelle institution. Un parlementaire c'est pas tout le monde qui va devenir parlementaire. Dans toutes les institutions, il y a des conditions pour accéder et pour les candidats qui doivent remplir un certain nombre de conditions pour y accéder. La question du mariage civil et religieux, d'emblée, j'ai effectivement rappelé la position
au sein de la religion musulmane, donc en se basant sur les textes fondamentaux, et tout en disant tout de suite que nous sommes conscients que nous vivons dans une société laïque où les normes religieuses ne peuvent pas être opposées aux choix sociétaux. Néanmoins, je dirais deux choses sur ce point-là. Un avis religieux aujourd'hui qui est très, très reconnu, un mariage civil contracté devant une autorité civile devient tout de suite un mariage reconnu en termes de jurisprudence musulmane dès lors qu'il y a un certain nombre de conditions. En d'autres termes, on peut avoir une cérémonie religieuse réduite à la seule transcription de l'acte civil devant une autorité religieuse. Donc il n'y a pas vraiment. C'est dire que le côté rituel ou sacramental est vraiment très réduit. Donc le mariage même étant, il y a une connotation religieuse quelque part par la religion musulmane, mais le considère plutôt comme un acte social qu'un acte rituel. Sur les questions des chiffres de déclin de l'institution du mariage, je pense que c'est un fait, effectivement, les gens se marient de moins en moins, mais est-ce une raison pour accentuer la tendance en rendant cette institution comme en lui donnant une autre assignation. Parce que dès lors, effectivement, qu'on dit pour reconnaître que deux personnes sont amoureuses ou deux personnes veulent vivre ensemble, naturellement, le mariage n'aura plus cet intérêt qui inviterait en fait, les personnes à y accéder. Je vous remercie. Merci, Monsieur Moussaoui. Monsieur Legrand, Gilles Berling, je vous en prie. Vous avez pris beaucoup de notes, j'ai vu, effectivement, pendant les questions. Je vous en prie. Prendre des notes, c'est marquer le respect que l'on a pour les questions posées. Si je le disais de pour manière ne pas tout les à oublier fait, en cours de route. Je le disais de manière tout à fait positive, Monsieur Legrand. Mais pour le professeur de philosophie que je suis également, la difficulté dans la réponse à toutes ces questions est lourde. Parce que, pour plusieurs raisons, il y a des questions qui ont été posées parce que relevant tel ou tel terme employé par l'un d'entre nous, mais s'appuyant sur le raisonnement d'une autre personne qui avait parlé avant ou après. Et se reconstruit de la sorte une sorte de front des religions face auquel il appartient à certains d'entre vous, pour ne pas dire la quasi-totalité de ceux ou celles qui ont posé des questions, de réagir. Ce qui nous rend la tâche très complexe, c'est que nous ne constituons pas un front des religions et que chacun a son argumentaire, peut avoir des raisons pour lesquelles il agit, manifeste ou souhaite telle ou telle chose. Et maintenant, pour ma part, je suis grand rabbin de France depuis janvier 2009, pour avoir rencontré le précédent président de la République et l'actuel, l'un comme l'autre, et ce fut un de leurs premiers mots, fut de me dire que ce que l'on attend des représentants des religions, ce n'est pas simplement de protéger leur particularisme religieux, mais de participer au débat de la société civile. Autrement dit, de participer à l'expression symbolique, j'ai bien dit symbolique, de ce qu'une religion peut apporter dans son donné à penser à la société. Pour ma part, c'est ainsi que je conçois ce rôle, à savoir que lorsque j'ai rencontré le président Hollande, ne serait-ce que pour faire sa connaissance, visite protocolaire au début du mois de juillet, nous avons parlé du mariage qui s'appelait à l'époque mariage pour tous. Et je lui ai dit, sachez deux choses. La première, c'est que jamais je ne montrais la communauté juive contre l'ordre public, contre l'ordre démocratique, contre le principe des lois tel qu'il s'exprime à l'Assemblée nationale, mais que par contre, je prendrais le temps et le soin d'exprimer par écrit un argumentaire pour répondre point par point à l'idée que je me fais de ce que le pouvoir démocratique produit. Ce que j'ai fait, et je n'irai pas au-delà. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ne me concernent pas et qui ne concerneront pas la communauté juive. Deuxième chose, c'est que il y a, sur le fond, une idée et que l'on retrouve dans nombre d'interpellations qui nous ont été faites ici, à ce que vous avez considéré comme un front des religions, à peut-être l'exception de la communauté bouddhiste. C'est que l'Occident s'est construit sur l'idée de liberté, à savoir que la Grèce, la philosophie grecque, s'est construite sur le rejet des divinités et donc l'inclusion de la raison dans
le social et le relationnel, sans maintenant faire l'inventaire de toutes les libérations vous avez la libération des empereurs, la libération des rois, la libération des Noirs par rapport aux Blancs, la libération des colonies par rapport à ceux qui les tenaient sous tutelle, la libération des femmes de la tutelle des hommes, et ainsi de suite. Donc l'Occident s'est construit effectivement sur une certaine idée de se libérer d'une tutelle. Et on arrive aujourd'hui. On arrive à une autre forme de libération, à savoir se libérer des contraintes de l'avenir. Lorsqu'un couple décide pour son enfant de ce que sera l'enfant, il impose son désir de couple sur l'identité de l'enfant. Je prends l'exemple du mariage homosexuel. Le couple décide que l'enfant aura 2 pères ou 2 mères, que l'enfant n'aura pas, comme les autres enfants, un père et une mère. On peut en penser ce que l'on veut, et je ne récuserai jamais le droit de couple homosexuel, homme ou femme, de désirer d'avoir un enfant. Que là-dessus, les choses soient claires. Par contre, l'idée du mariage et les structures qu'elles impliquent, et les résistances, c'est-à-dire l'équilibre qui existe entre des droits et des devoirs, me semblent être remises en question par l'introduction du mot mariage pour exprimer ce que recouvre le désir d'un couple homosexuel d'avoir un enfant. C'est vrai que c'est le mot mariage qui est dévoyé de son sens premier, et je pense que dans l'opposition qui peut exister entre certains questionnants ici et certains d'entre nous, repose sur la signification du concept du mariage, non pas sur le souci d'égalité, non pas sur l'acceptation du désir. Personne ici ne récuse le désir d'homosexuel d'avoir des enfants, moi certainement pas. Par contre, sur le mot mariage, et là c'est le philosophe qui parle, je récuse. Maintenant, quant à dire que les religions voient perdre leurs intellectuels, permettez-moi de dire une chose, c'est que dans le sens que vous avez donné au mot mariage, vous savez, les mariages sont de plus en plus fragiles parce que le mariage civil prépare mal au mariage, ou prépare peu, ou ne prépare pas. Et que lorsqu'un couple est en difficulté, ce qui est naturel, lorsqu'on vit longtemps ensemble, on rencontre des difficultés. Mais qu'une difficulté ne se résout pas au sein d'un couple comme on résout un problème mécanique. Mais comme beaucoup de gens vivent dans une société ultra rapide, c'est-à-dire technique, où l'on peut faire réparer son objet d'un jour à l'autre, ils considèrent que leur mariage doit se réparer très vite. Et s'il ne se répare pas très vite, alors on change de partenaire. Moi, je pense qu'un couple, ça se répare lentement. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'intelligence. Or, la société ne le favorise pas. Je n'ai pas dit qu'elle ne le permet pas, mais elle ne le favorise pas. Alors, lorsque, dans certaines questions, on a joué à certains moments sur le fait que, oui, le mariage se fragilise, alors vous cherchez en plus à le fragiliser encore plus, puisque vous le récusez pour les homosexuels. Pardonnez-moi, mais il y a un tautologisme. Le tautologisme réside dans le fait que ce n'est pas parce que l'on n'a pas les bonnes options pour réparer les couples en difficulté que pour autant la notion de couple doit devenir mariage en toutes circonstances. Là-dessus, au niveau du raisonnement, permettez-moi de ne pas être d'accord. Merci. Merci, Monsieur le Grand Rabbin. Monsieur le métropolite Joseph, je vous en prie. Je vais être très court, remercier pour ce débat en premier et dire que toutes les questions que nous avons entendues aujourd'hui donnent raison à nos conclusions, que le débat doit continuer dans des circonstances que vous allez choisir, les législateurs, je pense. Et bien sûr, pour nous, le mariage a un contenu que nous essayons de garder, garder dans le temps, en venant de la tradition et en continuant ces traditions. Mais il faut savoir que nous avons les portes ouvertes et notre travail dans le monde d'aujourd'hui, dans la société, dans nos églises, dans nos communautés, c'est que personne ne soit rejeté et que chacun trouve sa place dans la foi et dans la communauté où il aime vivre. Merci. Merci, monsieur. Monsieur le pasteur, si je vous en prie. Merci. Évidemment, quand on est devant cette masse de questions, répondre en 3 minutes, c'est un peu frustrant. D'autant que si je fais référence au dialogue qui a été demandé dans la tribune qui a été citée par Le Monde, je rappelle que ce n'était pas 4 personnes qui l'ont signé. Ça, c'était la mise en page des journalistes. Il y avait un certain nombre de personnes, et pas tous des religieux, loin de là, qui souhaitaient un dialogue large et ouvert. Et il me semble que peut-être que nous voyons ici les limites d'un dialogue quand il est trop fait dans l'urgence, quand il faut se dépêcher.
de dialoguer. Et à ce moment-là, on fait des raccourcis. Et on voit bien à l'heure actuelle combien il y a des stigmatisations de l'autre, parce que quand on n'a pas le temps de s'écouter, on a tendance à le discréditer. Et je ne voudrais pas qu'on en arrive à ce genre d'argumentation dans un dialogue sérieux. Quand on nous accuse généralement de poser notre pouvoir sur la famille et des choses comme ça, cette instrumentalisation-là, on ne peut pas rentrer dans ce genre d'argumentation quand on nous dit où est-ce que vous étiez au moment du nazisme, etc. On a cité le cardinal de Toulouse, mais je pourrais vous citer le pasteur Bugner, bien d'autres qui ont été les premiers. Et sur tout un tas d'autres sujets, je crois qu'il serait malhonnête de dire que les religions ont été absentes dans le combat pour l'égalité, contre l'esclavage, etc. Elles ont été là. Mais tout ça pour dire que, vous voyez qu'on risque, quand on est trop pressé d'aller à la solution, de ne pas écouter sérieusement l'autre. Parce qu'après tout, ce n'est pas nous qui avons choisi aujourd'hui ni le thème du dialogue. Ça a été imposé par des choix qui ont été faits par les politiques. Alors nous répondons à cette demande de dialogue. Et j'en viens à un autre point sur la question de l'égalité, parce que finalement, beaucoup de choses tournent autour de cette thématique-là. En ce qui nous concerne, la question ne se pose pas vraiment dans les termes qui ont été évoqués. Quand on parlait de limites de l'égalité par rapport au mariage, relisons le Code civil, nous voyons que tout le monde n'a pas le droit d'épouser tout le monde. Il y a des empêchements. Donc il faut arrêter de fantasmer l'amour comme permission de tout. Et si on va un peu plus loin, qu'est-ce qui est recherché ? Je pense que ce qui est recherché, et je l'approuve, c'est la sécurisation juridique, en particulier, des couples. Personne ne va mettre ça en question. Et de ce point de vue-là, l'égalité me paraît légitime. Mais pourquoi alors s'accrocher au mariage, qui, comme vous le dites, est une institution qui va périr d'ici peu, alors que c'est, disons, les courbes qui s'inversent. Mais pourquoi s'accrocher à ce qui est symbolique? Parce que je pense qu'autant on peut affirmer l'égalité en droit et revendiquer de la sécurité pour les couples, pour les enfants, autant ça fonctionne moins bien pour ce qui concerne le symbole. Parce que on voit bien que le mariage, là, ça touche au symbole plus qu'à l'égalité. Et donc, il me semble qu'il faut faire la différence. On ne peut pas égaliser les symboles, sinon il n'y a plus de symboles, il n'y a plus de structuration. Donc, il faut être capable de garder des symboles structurants dans la société et puis travailler clairement, tranquillement, à donner à chacun la sécurité et l'égalité auxquelles il a droit. Donc, voilà ce que je dirais sur 2 ou 3 thèmes qui me paraissent importants, mais j'aurais dit encore que ne stigmatisons pas les autres en leur donnant encore le souvenir de l'histoire, parce que chacun a une histoire chargée. Merci, monsieur le pasteur. Monsieur le cardinal André 23, je vous en prie, il vous revient de conclure, donc, finalement. Prolonger ce que vient de dire le pasteur Batty, parce que je pense que dans ce débat qui se déroule depuis maintenant quelques mois, de façon différente, enfin avec des interventions publiques de genre différents, dans ce débat, il me semble qu'il y a un grand absent qui est précisément la signification symbolique du mariage. C'est-à-dire que on ne peut pas construire une relation sociale, une relation de la société, sans être articulée à une représentation symbolique de cette société. Or, précisément, les difficultés qu'on rencontre sont des difficultés qui tiennent au fait qu'il y a un référent symbolique.
Si on supprime ou si on transforme ce référent symbolique au point qu'on ne peut plus l'utiliser comme référent, on n'a plus de moyens de gérer les situations. Or, précisément, la question concrète à laquelle le projet de loi essaye de répondre, c'est de gérer des situations. Mais c'est tout à fait différent de gérer la situation, si on prend le cas, par exemple, d'un enfant ou de plusieurs enfants dans un foyer homosexuel, c'est tout à fait différent de gérer cette situation en ayant un référent symbolique hétérosexuel ou en ne l'ayant pas. Et vouloir dire qu'il n'y a aucune différence symbolique entre la relation hétérosexuelle et la relation homosexuelle, c'est s'enfermer dans une situation sans issue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre à des enfants, à des adultes aussi d'ailleurs, de situer leur véritable relation dans la société si on fait abstraction de la différence sexuelle. Alors c'est précisément sur ce point que porte la difficulté, qu'il faille trouver des moyens législatifs pour gérer des situations de foyers homosexuels ou d'enfants de foyers homosexuels, ça ne constitue pas un problème métaphysique. C'est une question de droit qui peut être résolue très simplement avec un peu de matière grise. Mais ça ne résout pas le problème de l'effet structurant du mariage dans l'organisation sociale. Or, nous voyons bien aujourd'hui que, par exemple, dans la détérioration qui est déjà relativement ancienne du tissu social, le point qui reste le point d'appui fort, c'est la famille. Ce n'est pas la famille de notre pouvoir. Moi, je n'ai aucun pouvoir sur les familles des banlieues, il ne faut pas croire ça. Mais il reste que, pour un certain nombre de jeunes, le lieu de référence, ça va être la famille. Et si cette cellule familiale est affaiblie, dissoute dans sa forme, il n'y a plus de repère. Donc, je pense que c'est un mauvais service à rendre que d'occulter ou de négliger cette dimension symbolique de l'hétérosexualité dans la constitution de la société et dans les représentations psychologiques qui en découlent, évidemment, dans la construction de la personnalité. Alors, je pense que c'est le point le plus important. Je n'ajouterai pas, évidemment, comme ça a déjà été dit, qu'on ne peut que s'étonner quand même de l'attrait tellement violent à l'égard d'une institution dont on dit qu'elle est en train de disparaître. Pourquoi tout le monde veut monter sur un bateau qui est en train de couler ? Quel est l'intérêt de la chose? Je ne comprends pas très bien. Quelle est la promesse d'avenir de s'accrocher à une institution dont on dit qu'elle est finie? Alors, ou bien elle n'est pas finie, et donc on ne le dit pas, ou bien elle est finie, et alors pourquoi on veut monter dedans? C'est un peu mystérieux pour moi. Je trouve que je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit représentatif de toutes les aspirations du monde homosexuel, pour autant qu'on puisse parler d'un monde homosexuel univoque. Et je pense que beaucoup d'homosexuels, l'ont dit publiquement, donc je n'ai pas aucun mal à le dire, trouvent que c'est un peu étrange. Merci. Merci, monsieur le cardinal. Merci, madame. Merci, messieurs, pour cette séance d'audition qui a contribué évidemment à éclairer nos débats. Pour l'avenir, il nous reste 3 grandes séances d'audience et d'autres travaux. Je vous donne rendez-vous, mes chers collègues, jeudi prochain. Merci à tous.